Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Loi du Terrain, un podcast de l'Institut Terram et de la Gazette des Communes. Au programme de ce podcast, on va parler du backlash écologique. Le concept est simple, des parlementaires, des ministres, ceux qui fabriquent la loi et qui font face à ceux qui la vivent et qui la subissent parfois, avec les bons côtés comme les moins bons. Et avec nous, on a un très beau plateau. On commence par Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ancienne ministre de la Transition écologique et députée Renaissance du Nord-Pas-de-Calais. Guillaume Gontard, vous êtes sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste au Sénat. Jean-François Vigier, vous êtes maire de Bures-sur-Yvette en Essonne et le coprésident chargé de la transition écologique à l'Association des maires de France. Et puis Antoine Bristiel, vous êtes docteur en sciences politiques et auteur de nombreuses notes à l'Institut Terram sur la transition écologique et aussi directeur de projet Tempo. On commence tout de suite avec cette question. On parle souvent de backlash. Derrière, on y met un reflux des politiques écologiques, voire un rejet sur le terrain, au Parlement. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une réalité nationale ? Est-ce que c'est une réalité aussi locale ? On va se poser ces questions. Et puis les conséquences. Quelles conséquences pour les collectivités ? On arrive dans un nouveau mandat pour beaucoup d'élus locaux qui viennent d'être élus au municipal. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens ? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ces politiques de transition écologique ? On commence avec la première rubrique, les faits sur la table avec Antoine Bristiel pour faire un état des lieux. Alors Antoine Bristiel, on parle de backlash écologique. Est-ce que c'est une réalité nationale ou est-ce que c'est aussi une réalité locale ? Ou est-ce que ce n'est pas une réalité du tout ? En fait, je pense qu'il faut vraiment différencier ce qui se passe au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, les évolutions du positionnement des partis politiques et ce qui se passe au niveau des citoyens et ce qui se passe au niveau des attentes des citoyens. C'était un peu l'objet de la dernière note que l'on avait faite donc, entre mon ONG Project Tempo et l'Institut Terram qui portait justement sur la compréhension de ce backlash au sein de la population française. Ce que l'on perçoit, c'est que contrairement à ce que l'on entend à longueur de journée, de ce grand reflux des préoccupations des citoyens pour les enjeux environnementaux, c'est très loin d'être le cas au sein de la population. Juste avant les municipales, on avait justement demandé, est-ce que les enjeux environnementaux vont être un élément décisif dans votre choix de vote ? On avait 8 Français sur 10, 8 électeurs sur 10 qui répondaient oui. Ce qui était tout à fait intéressant de constater, c'est que c'était plus fort chez les électeurs, chez les proches des partis écologistes, mais le plus faible score, c'était 70% pour les proches du Rassemblement national. Donc en fait, ça devient un enjeu qui a infusé l'ensemble du spectre politique quand on s'intéresse aux électorats, aux attentes de la population. Ça, c'était le premier point marquant de l'étude. Deuxième point marquant de l'étude, c'était de constater qu'à la fois, on avait une satisfaction très importante sur ce qui avait été par rapport à ce qui avait été entrepris au niveau local dans le précédent mandat en matière environnementale, mais néanmoins une considération tout aussi importante que ça n'allait pas assez vite et qu'il fallait en faire davantage un rythme plus soutenu au niveau local. Troisième élément, pour conclure ce propos introductif, sur un concept un peu connexe de celui de backlash, c'est celui du NIMBY, du Not in my backyard. C'est-à-dire, on suppose toujours que, alors voilà, les Français seraient pro-environnement quand ce serait un peu désincarné, qu'on en parlerait comme ça, mais quand ça les concernerait spécifiquement dans leur vie de tous les jours, alors là, ça serait vraiment un recul tout à fait spectaculaire auquel on assisterait. Dans les faits, c'est très loin d'être le cas. On a justement interrogé sur 10 mesures spécifiques en leur demandant aux futurs électeurs « Est-ce que vous êtes favorable à ce que ces mesures soient mises en place dans votre commune dans le prochain mandat ?» Alors ça portait sur le fait de réduire la place de la voiture, sur d'installer davantage de panneaux solaires, installer davantage d'éoliennes sur le territoire de la commune, sur la rénovation thermique des bâtiments. Sur les 10 mesures testées, vous en avez 9 où il y a une très large majorité de la population qui est favorable, très large, hein. Le seul point où il y avait un éventuel blocage, c'était sur la question des éoliennes, mais on était à 49% de personnes favorables, donc assez proche de la moyenne. Donc finalement, pris dans l'ensemble, on voit bien que ce discours, qui peut être une prophétie autoréalisatrice de backlash environnemental des citoyens, c'est largement remis en question par les données. Jean-François Vigier, avant de parler au Parlement, et on va y venir tout de suite, sur le terrain,
vos habitants et les maires que vous côtoyez à l'Association des maires de France, ils vous disent quoi sur les politiques écologistes et est-ce que vous réussissez à les faire sans difficulté? Alors, on a très envie de faire des politiques écologistes depuis très longtemps. Maintenant, on les fait avec beaucoup de difficultés. Et je me retrouve tout à fait dans ce que vient de dire mon voisin concernant la différence entre une volonté locale et la capacité à faire. Bon, d'abord, rappelons que les politiques écologistes, elles existent depuis très longtemps. On se souvient, il y a 30 ans, des agendas 21 qui étaient faits dans les communes sur la base de concertation avec les habitants pour améliorer le cadre de vie. Elles se sont transformées progressivement dans des actions extrêmement concrètes relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. Et localement, en fait, la demande, elle est forte. Soit elle est clairement, je dirais, incarnée par des associations sachantes dont le rôle dans les villes est de lutter contre le réchauffement climatique et de sensibiliser les pouvoirs publics, les maires, les élus sur le besoin de réaliser la transition écologique. J'en ai dans ma commune. Soit les demandes sont réalisées par des groupes d'habitants sur des sujets bien précis, qu'ils n'assimilent pas forcément à une action de transition écologique, mais qui doit intervenir parce qu'elle concourt à l'amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie. Exemple, la rénovation énergétique des bâtiments publics, des bâtiments scolaires. Effectivement, on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais en plus on apporte du confort thermique aux enfants et aux enseignants. Exemple, les circulations douces. On décarbone les transports et on amène un meilleur confort de vie. Exemple, l'alimentation. Dans les écoles, on travaille sur les circuits courts et ce faisant, on améliore le cadre de vie. Donc toutes ces politiques-là, évidemment que les habitants les demandent et les maires sont au premier rang pour les mettre en œuvre. Et j'étais à côté de M. Jancovici il y a quelques semaines pour rendre l'étude qui a été réalisée par le Shift Project auprès des maires et dont l'AMF avait relayé l'information. Et on a 8 maires sur 10 pour qui la transition écologique est une priorité. Évidemment, les sondages pendant les élections ont montré qu'il y avait la sécurité, il y avait la santé, mais tous ces sujets-là connexes, ils existent. Et nous, on les vit au quotidien. Donc, on veut les mettre en œuvre. Maintenant, le décalage entre ce que nous pouvons faire pour répondre à ces attentes et la capacité qui nous est donnée de faire, il est énorme. Alors, pour finir, il y a une différence entre l'urgence à agir et notre capacité à agir. On va en parler, ça sera en particulier sur les solutions et les blocages en deuxième partie de ce podcast. Agnès Pannier-Runacher, on a l'impression que ça ne bloque pas localement. Alors, qu'est-ce qui se passe nationalement pour qu'on ait eu des débats parfois difficiles au Parlement? Je pense aux zéro artificialisation nette, où l'idée est de moins urbaniser et de protéger en particulier les terres agricoles, ou aux zones à faible émission dans les grandes villes, où on a eu des débats aussi très animés. Est-ce que c'est que médiatique? Est-ce que c'est que national? Ou vous ressentez avec vos collègues une difficulté plus grande à défendre des politiques écologiques au Parlement? Alors, je crois qu'il faut dézoomer encore justement la focale et aller à l'international et au niveau européen. Ce qu'on constate, en tout cas moi, c'est mon analyse, c'est qu'en fait, on est rentré dans le dur de la transition. On a fait probablement la partie qui était la plus facile. Et là, on commence à accrocher, d'abord avec des phénomènes liés au dérèglement climatique qui impactent tous les territoires. Et ensuite, on est dans le dur des investissements à faire. Et la réaction d'un certain nombre de pays et de partis politiques, c'est d'accuser plutôt l'écologie que d'accuser le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'impact des pollutions sur nos vies de tous les jours. Et donc, on le voit aux États-Unis, on le voit au niveau européen, où il y a des doutes. Et effectivement, tout ça rétroagit sur le niveau national, où nous sommes pris dans un étau entre ceux qui nous expliquent qu'il ne faut surtout rien faire, il faut surtout rester aux énergies fossiles. Donc tout ça imprime le débat national. Après, si on regarde de plus près, moi je rejoins complètement l'analyse territoriale, c'est-à-dire que quand je vais voir mes maires,
Moi, j'ai 42 communes dans ma circonscription. J'ai une ville moyenne de 45 000 habitants et les autres villes vont de la très grande ruralité à des villes de 6 000, 7 000 habitants, pas plus. Ils ont tous un programme écologique. D'ailleurs, ils ne mettent pas ce titre écologique, ils sont à peu près de tous les bords, plutôt d'ailleurs des listes de modération, on va dire, de centre droit à centre gauche. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils répondent à des besoins de leurs habitants. Besoin de circulation des jeunes qui ne peuvent pas prendre leur voiture, besoin de qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité de l'alimentation à la cantine. Et donc, sans mettre forcément cette étiquette d'écologie sur leur politique de tous les jours, la part de leur budget consacrée à l'écologie a explosé et la part qu'ils comptent consacrer dans les années qui viennent, dans les 6 ou 7 ans qui s'ouvrent post-élection, est absolument considérable. Et comme vous le dites très bien, on parle de sécurité. C'est pas un petit budget, mais c'est loin d'être le plus gros budget. Puis le gros morceau au milieu, c'est clairement des politiques qui sont liées à l'aménagement du territoire, donc à la base de l'action territoriale, mais en fait qui sont des politiques de transition écologique, de protection des populations, de production du cadre de vie, de protection de la santé, parce que dans la santé, il y a aussi la santé environnementale, et beaucoup de choses reconvergent vers l'écologie. Guillaume Gontard, est-ce que toutes les politiques écologistes se valent et comment vous expliquez que certains nombres d'ONG pourtant parlent de recul environnementaux? Je pense au Réseau Action Climat par exemple qui sur l'année dernière, sur 6 mois, avait compté une quarantaine à une cinquantaine de reculs environnementaux. D'abord on le voit et c'est ce qui a été dit, c'est que il y a une vraie différence entre ce que nous disent les citoyennes et les citoyens, ce qu'ils vivent sur le terrain, et cette envie, je dirais cette nécessité d'aller vers la transition écologique, parce qu'ils voient tout à fait l'intérêt, quoi. Et puis après, la différence avec les dirigeants mondiaux. Bon, on a Trump qui est... mais des vraies divergences qu'on peut voir, en fait. Et on voit plutôt qu'on a des Françaises et des Français qui sont prêts très clairement à aller vers des politiques très volontaristes. Hein. Tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion nous montrent que quasi 2/3 des Françaises et des Français qui ont compris de toute façon qu'il allait falloir s'adapter, qu'il allait falloir mettre ces politiques-là en place. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est... on est dans un monde qui est complexe, qui est difficile. On a l'impact aussi international qui vient s'ajouter à ça. Donc il y a des peurs. Il y a des peurs très fortes. Moi, je l'ai vu dans ces élections municipales. Hein, et quand on a peur, il y a plusieurs manières de répondre à la peur. Hein. Soit il y a le repli sur soi, le recroquevillement, le conservatisme, et effectivement, de pouvoir penser que de faire comme avant, que rien n'est changé, ça puisse fonctionner. Et puis, il y a des politiques, au contraire, de se dire... Voilà, oui, il y a des choses qui arrivent, on est dans un monde qui change, et bien il faut changer avec lui, il faut s'adapter, et du coup il faut aller vers des politiques justement de transition écologique. Donc c'est tout là le débat, et donc c'est comment on amène justement ces politiques-là, comment on les fait comprendre, et c'est pour ça que l'échelon local, il est particulièrement important, parce qu'on voit que quand ces politiques-là sont mises en place, ça a été dit que ça soit sur la rénovation thermique, que ça soit sur l'alimentation, je veux dire, personne parle d'écologie punitive, je ne sais pas ce que c'est en fait, c'est directement très positif sur la vie des gens, sur leur portefeuille. Et on voit bien les retards qu'on a pu prendre. Et effectivement, ces reculs, on le voit très clairement aujourd'hui. Le prix du gasoil qui est à 2,20, 2,30, 2,40, aujourd'hui, l'impact, en plus, il est particulièrement sur les territoires ruraux. Incapacité de se déplacer autrement qu'avec une voiture individuelle, des prix à la pompe qui sont plus chers dans ces territoires ruraux que dans des zones urbaines. Et c'est sûr que si on n'a pas mis en place des politiques justement, et qu'on a pris du retard sur ces politiques de transition qui permettaient justement passer sur de l'électrification des véhicules, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on voit bien qu'au contraire, il faudrait aller encore plus vite. Et tout cela pose la question, en fait, de la capacité des territoires à pouvoir mettre en place ces politiques publiques. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la question du financement, la question de pouvoir de l'ingénierie aussi de ces territoires, parce que ça demande aussi d'intelligence collective, de la réflexion pour mettre en place ces politiques. Il faut les faire comprendre. C'est aussi des politiques qui sont sur le temps long. 6 ans, c'est très court en fait, hein, un mandat municipal ou un mandat politique pour mettre en place des politiques qui vont changer la question des mobilités. Donc il y a tout cet aspect-là à prendre en compte, mais on a quand même la chance d'avoir des Françaises et des Français, et puis je dirais à l'échelle mondiale, qui comprennent très clairement que en fait, en réalité,
on n'a pas le choix et que c'est là la solution. Sur la question effectivement des reculs, en fait, cette ONG, elle listait des votes qui manifestaient au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, une volonté de recul. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce stade, les fameux reculs n'ont pas encore été votés. Donc on voit bien qu'il y a une bataille qui est en train de se faire, avec un risque qui est de vrais reculs, mais voilà, à date, à l'heure où est enregistrée cette émission, il y a toujours des zones à faible émission, il y a toujours une législation sur le zéro artificialisation nette qui n'a pas été changée depuis la loi qui en a posé les fondements. Et c'est très important d'être à la fois conscient qu'il y a un vrai backlash écologique, c'est-à-dire il y a une vraie volonté de la part de certains groupes politiques de détricoter tout ce qui a pu être fait et qui est effectivement une politique du temps long, mais qu'en parallèle, il y a quand même encore une capacité à tenir la digue. Le vrai sujet, c'est que ça crée le doute dans les collectivités locales. Moi, j'ai beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux qui me disent mais ça va tenir combien de temps ? Est-ce que je peux compter sur ça ? Est-ce que je dois vraiment faire un investissement dans les renouvelables ? Ou est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que la rénovation thermique, je vais toujours avoir du fond vert ou est-ce que ça va s'arrêter ? Donc ça, c'est très clair. Et puis, il y a effectivement les économies qui ont été réalisées. Alors, les économies, elles mordent plus sur d'autres politiques que sur celles de la transition écologique. Il faut avoir en tête qu'on a quasiment doublé le budget de l'écologie depuis 2017. Mais effectivement, l'écologie passe à la caisse, comme tous les autres budgets, la culture, on peut le regretter, mais c'est une réalité, la santé, etc., pour faire des économies. Mais c'est aussi un doute des collectivités locales. Serais-je encore accompagnée demain ? Et est-ce que je peux compter sur l'État pour avancer ? Enfin, dernier point, c'est les opérateurs. Et les opérateurs, si vous n'avez pas d'expertise et si vous n'avez pas, et on peut discuter de la manière de mettre plus facilement à disposition des plus petites collectivités locales les experts, on en était même arrivé à mon ministère à se dire en fait on va recréer des DDE, des directions départementales de l'équipement parce que quelque part ça finit par apparaître comme étant le maillon qui manque pour accompagner des petites communes dans leurs projets. Bah, ça aussi c'est un sujet sur lequel il ne faut surtout pas faire preuve de démagogie comme malheureusement on l'entend un peu en ce moment au Parlement. On passe aux questions concrètes de nos lecteurs. C'est à vous la parole. La première, elle est d'actualité sur la crise énergétique. On est au début d'une nouvelle crise énergétique. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de porter une initiative commune et rapide du monde local et du Parlement pour soutenir les leviers de décarbonation à la main des élus locaux, dont le financement est aujourd'hui très incertain, et les élus locaux qui ont été frappés par la crise énergétique la dernière fois déjà? C'est une question de François Thomazeau, directeur du programme de I4CE. Peut-être pour y répondre, Guillaume Gontard. Enfin, c'est indispensable sur la question, on le voit bien. La crise énergétique, le coût du pétrole, le coût énergétique global, quoi, parce que même le coût de l'électricité. Et donc, il y a à la fois la question de la décarbonation, donc en gros de l'électrification, mais aussi le coût de la sobriété, quoi, et donc de l'économie d'énergie globale. Et ça, encore une fois, ce sont des politiques qui prennent à la fois du temps, mais qui demandent, et ça a été dit, d'avoir une visibilité. Une visibilité pour les collectivités, une visibilité pour les habitants qui souhaitent s'engager, par exemple, dans un programme de rénovation thermique. On a bien vu que là, le Stop and Go, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur la rénovation thermique. C'est une catastrophe parce que des gens qui voient une orientation, se disent « je vais m'engager dans ce parcours-là » et puis quelques temps après, on dit « bah non, en fait, c'est plus comme ça sera autrement ». En fait, ils arrêtent et ils cessent en fait d'avancer sur cette orientation-là. Donc, on a besoin de cette visibilité. Ça pose la question du financement à long terme et encore une fois, ça pose la question aussi de comment on s'en empare localement et comment on permet aussi aux collectivités de s'en emparer. Moi, j'ai un exemple sur la rénovation thermique. On a une communauté de communes, 10 000 habitants, volontariste, qui met en place tout un programme de rénovation thermique avec de l'ingénierie, avec un réseau d'artisans et donc du coup de la confiance qui va vers en fait les habitants pour faire cette rénovation thermique. C'est du 100%. Enfin, je veux dire, tout le monde y va. On a des rénovations globales et ça fonctionne et ça marche. Et là, c'est vrai que quand on a eu tout le programme MaPrimeRénov', etc., on est reparti, on a recréé en fait encore un nouveau dispositif, alors que localement, on avait des choses qui marchaient, qui fonctionnaient, des
collectivités qui juste se disaient comment je vais pouvoir maintenir ce dispositif, comment je vais pouvoir garder mon ingénierie locale. Ça, je trouve que c'est dommage et que c'est vrai que ça pose la question aussi de la dette verte et donc de comment, en fait, on permet à des collectivités de pouvoir investir, encore une fois, sur le temps long, comme on leur permet, par exemple, d'emprunter sur 30, 40 ans, parce que ça aussi, c'est important. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces politiques de rénovation thermique, d'économie d'énergie, en fait, c'est toutes des politiques qui feront faire des économies à long terme. Et ce n'est pas rien sur une petite collectivité. Moi, j'ai été maire d'une commune de 200 habitants. Je peux vous dire que quand on travaille à cette petite échelle, les résultats, ils sont très directs et très concrets, en fait, sur le budget d'une collectivité. Jean-François Vigier, est-ce que vous avez les moyens? Vous avez subi la crise énergétique déjà au moment de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de vous passer davantage des énergies fossiles et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et aux parlementaires? D'abord, c'est vrai qu'on est tous dans nos collectivités avec des bâtiments publics qui sont très anciens et qui fonctionnent au gaz pour la plupart. Donc la question, c'est comment on passe aux énergies renouvelables. Nous, on est confrontés à deux problèmes aujourd'hui. Un problème de financement. Comment finance-t-on de façon urgente la transition énergétique? Avec quels moyens? Passe-t-on au réseau de chaleur? Passe-t-on à la géothermie? Bref, à tous ces systèmes décarbonés. Deuxième raison, c'est la cohérence de la parole publique et de la parole de l'État. Premier point, c'est le financement. Comment arriver à décarboner tous nos bâtiments publics dans une durée très courte? On ne peut pas le faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'on vote des budgets en équilibre et qu'on ne peut pas inscrire 3 écoles à rénover énergétiquement en l'espace de 2 ans. C'est absolument impossible. Et il y a de mauvaises solutions qui nous sont proposées. Je me rappelle, il y a une PPL qui a été votée il y a 2-3 ans qui proposait aux collectivités le système du tiers financeur. En gros, les collectivités s'appuyaient sur une entreprise qui prenait en charge les travaux de rénovation énergétique et qui ensuite se payait sur les économies d'énergie réalisées par la commune. Le problème, tout ça, c'est hors de la réalité. Nous, on protège nos dépenses de fonctionnement. Or, un remboursement auprès d'une entreprise, elle se ferait sur des dépenses de fonctionnement. Et donc, je ne connais aucun maire aujourd'hui, quand on discute à l'AMF, dans toutes les instances de maires, qui disent le tiers financeur, génial, je l'ai fait. Personne. La deuxième chose, c'est la cohérence de la parole de l'État. Tout le monde dit économie d'énergie, il faut faire la rénovation énergétique. Le plus simple, la rénovation énergétique par l'extérieur, parce que c'est le plus rapide et c'est le moins cher. Donc nos concitoyens, on écrit à longueur de magazines municipaux, rénovez vos pavillons, rénovez les immeubles. Les architectes des bâtiments de France émettent des avis défavorables. Donc, où est la parole de l'État quand il y a un État qui dit il faut y aller, pas de charge, quand les collectivités disent à nos concitoyens il faut y aller, et quand le ministère de la Culture dit dans les départements non, on n'y va pas, parce que ça remet en cause le site inscrit. Donc là, il y a une parole publique qui est très importante, parce que nos concitoyens, eux, ils ne comprennent plus. Et imposer à une famille de faire une rénovation énergétique par l'intérieur, je peux vous dire que l'écart de prix, c'est 30%. Donc là, il faut vraiment, et moi je m'en étais ouvert à votre prédécesseur, c'est vrai que le ministère de la Transition énergétique discutait avec le ministère de la Culture et finalement il ne s'est rien passé parce qu'on a... Il y a une circulaire dans ce sens. Oui, alors il y a une circulaire qui est arrivée, Madame Pannier-Runacher. Le problème, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne change rien. Oui, mais il faut l'utiliser. Ça ne change rien. Et pour l'avoir vécu... Et oui, mais ça ne change rien. Et une réunion en sous-préfecture ou en préfecture pour faire un arbitrage, aujourd'hui, c'est l'ABF qui repart satisfait. On va venir aux solutions. Oui. Aujourd'hui, on a arrêté les aides sur l'isolation par l'extérieur. C'est surtout ça. Mais peut-être juste pour faire un rebond sur les solutions, aujourd'hui, il faut quand même dire aux collectivités locales qu'elles ont des solutions sans regret. C'est-à-dire que sans subvention, ces solutions sont rentables. Elles ont aussi, au travers de la Banque des territoires, moi je le vois sur beaucoup de projets de rénovation d'écoles, des projets qui sont autoportants parce que précisément, compte tenu des taux privilégiés que pratique la Banque des territoires, le coût de l'emprunt est inférieur au coût des dépenses d'énergie du bâtiment avant rénovation. Et ces dispositifs qui sont sans regret, la sobriété aussi. Moi, j'étais sur mon territoire à Farbu, qui est une petite commune, dont le maire me disait, j'ai fait une enquête et j'ai réalisé que certains de mes bâtiments sont utilisés 3% du temps.
C'est sûr que des bâtiments utilisés 3% du temps, il faut probablement revoir leur utilisation, charger certains bâtiments, vider d'autres bâtiments, pouvoir les vendre. Et toute cette dimension de sobriété, la sobriété, je rappelle que c'est changer les usages sans forcément investir, peut apporter des économies considérables. Donc c'est gagnant sur le plan climatique, c'est gagnant aussi sur le budget des collectivités locales. Et souvent, ce qui manque, c'est plutôt l'expert qui est capable de vous bâtir assez vite les gains et la preuve de concept pour savoir si on peut y aller ou pas du côté des collectivités locales. Eh ben, c'est la transition pour passer aux solutions. On a déjà commencé avec le jingle. On a vu aux dernières municipales un certain recul des élus écologistes, des maires écolos. Antoine Bristiel, comment on l'explique? Et est-ce que c'est la politique écologique qui a été sanctionnée ou autre chose? Alors, en effet, si on met en parallèle les résultats de 2020 et ceux d'il y a quelques semaines, c'est évidemment pas la même donne pour les écologistes. À ce niveau, je pense qu'il ne faut pas interpréter ça pour un backlash généralisé sur les enjeux écologiques. Je pense qu'on en a assez parlé depuis le début de l'émission, mais il faut remarquer quand même que dans les grandes villes perdues, entre guillemets, par les écologistes, les candidats ou les nouveaux maires qui ont gagné n'ont pas fait sur un programme qui était profondément anti-écologiste, qui est peut-être moins ambitieux en termes de transition écologique, mais néanmoins, c'était pas une stricte opposée par rapport à ce qui avait été fait. Je pense que la transition écologique, ça souffre déjà d'un problème qui est de savoir où on va. Généralement, donc, en termes de transition, c'est d'aller d'un point A et un point B. Et parfois, je pense que pour les citoyens, une difficulté à saisir vraiment là où on veut aller et ce que l'on cherche à créer, que ce soit à un niveau local ou un niveau national. Et le troisième point que je voudrais ajouter, c'est que je pense qu'il peut manquer des outils de pilotage au sein des collectivités, chez les maires, pour vraiment comprendre les attentes de leur population. Parce que pour avoir discuté avec pas mal de maires ou de candidats juste avant les municipales, il y en avait beaucoup qui avaient intégré ce discours du backlash, qui se disaient attention, si je parle vraiment d'environnement dans mon programme, ou si je mets vraiment en avant ces enjeux-là, ça va être mauvais et ça va plutôt être quelque chose qui va me faire perdre les élections plutôt que de les gagner. Donc aussi leur apporter des données qui leur permettent de voir qu'il y a des potentialités d'amélioration sur certains aspects spécifiques, ça me semble assez indispensable. Guillaume Gontard, sur cette difficulté au niveau local de faire des politiques écologiques après les municipales, est-ce que vous voyez des façons de convaincre? On parle souvent de certains territoires, vous venez d'un territoire montagnard et rural, qui sont où c'est plus difficile de convaincre sur l'écologie. C'est ce qu'on dit, il y a une écologie des villes, une écologie des champs. Est-ce que vous le partagez et quelle marge de manœuvre vous voyez au Parlement pour aider à pousser ces politiques? Je ne pense pas que ça soit plus difficile en zone rurale et en zone de montagne. D'abord, en zone de montagne, la question de l'impact du réchauffement climatique, on l'a directement et très concrètement, quand on a, nous, le hameau de la Bérarde qui disparaît lié à la fonte d'un glacier, quand on a des routes qui sont coupées. Là, actuellement, le département de l'Isère, par exemple, se pose de grandes questions sur la rénovation du réseau routier, en fait, parce que tout est en train de s'affaisser, sur le fait de dire est-ce qu'on va réinvestir comme ça chaque année sur des accès, parce que on sait que voilà, les routes partent et s'effondrent. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont très concrètes, en fait, très directement, je dirais des quasi réfugiés climatiques, on en a déjà. La question, alors Grenoble qui est une cuvette par exemple, la question des canicules et de l'impossibilité quasi de pouvoir vivre de faire certains logements. Et donc, du coup, la question de stations de moyenne montagne qui, l'été, peuvent être des refuges, ça aussi, ça se pose, quoi. Donc, il y a toute cette analyse à avoir sur un territoire, avec des effets très, très concrets. Après, c'est comment, effectivement, toutes ces politiques qui sont sur du temps long, qui demandent du changement d'habitude, sur la question des mobilités, passer d'une habitude du tout-voiture à le vélo, du piéton, de l'usage des transports en commun, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Enfin, je veux dire, on n'aime pas changer en général. Donc, il faut l'accompagner, il faut le comprendre. Donc, c'est vrai que cette partie-là, dans les politiques publiques qui peuvent être mises en place, elle est particulièrement importante. Et je pense qu'il y a quelque chose qui
qui est très important dans ce qui a été dit, c'est de savoir où on va. Et moi, je trouve que c'est important. Grenoble, on va dire 3e mandature écolo qui va démarrer. Je pense qu'il y a peut-être ça qui va faire le lien entre un Éric Piolle et une Laurence Ruffin, c'est l'objectif. C'est-à-dire que je pense qu'une très grande majorité ont compris quelle était l'évolution de la ville, comment cette ville se préparait justement, mettait en place cette transition écologique sur les mobilités, sur l'alimentation, sur les questions énergétiques, etc. Et donc on compris ça. Et donc accepte, on va dire, quelques passages parfois qui peuvent être compliqués, qui peuvent être difficiles, mais parce qu'on sait où on va. Et ça, je pense que c'est important, cet objectif, cette cohérence politique. Et ça me fait dire aussi que au niveau local, moi, ce que j'ai vu dans ces élections municipales, c'est parfois une tentation à dire on ne fait pas de politique. Et donc à dépoliser totalement ces élections municipales, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au contraire, on est dans un moment où la politique est particulièrement importante. Et la politique, c'est pas, on va dire, pas droite-gauche, voilà, c'est pas... c'est les orientations qu'on donne, c'est le projet politique même d'une petite commune, de dire où on va aller, vers quelle orientation. Bah ça crée le débat, ça crée la discussion, ça emmène des habitantes et des habitants qui comprennent du coup. Et ça, c'est important. Je pense que ça fait partie cet aspect démocratique. Alors, on parle de participation citoyenne, etc. Mais je pense que c'est important. Il y a plein de manières de le faire parce que c'est comme ça qu'on arrivera justement à emporter les gens et faire en sorte que ça soit compris. Agnès Pannier-Runacher, il y a cette question souvent de la souplesse qui est demandée par les élus locaux aux parlementaires sur un certain nombre de dispositifs où on n'a pas reculé, mais on a eu des aménagements. Est-ce que c'est un changement de paradigme, je pense aux ZAN particulièrement, aux zéro artificialisation nette, où il y a eu des demandes des élus locaux. Et j'ai pas dit que c'était des reculs, hein, mais cette façon de donner plus de marge de manœuvre aux élus locaux pour faire, est-ce que c'est vers ça qu'on peut aller à 1 an des élections présidentielles où une partie des politiques les plus ambitieuses vont être tranchées dans 1 an? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année qui vient? Alors d'abord, peut-être en rebond de ce qui se disait, je veux absolument récuser l'idée d'une opposition entre la ruralité et les grandes villes. D'ailleurs, les écologistes, ils reculent dans les grandes villes et probablement pour des raisons beaucoup plus politiques et de choix de certaines alliances que sur le fond. Et l'écologie n'est pas du tout l'apanage des écologistes, fort heureusement. Tous les partis politiques aujourd'hui se sont emparés, alors avec plus ou moins de bonheur, parce qu'on a effectivement une extrême droite qui est très en retard, mais sinon, moi je ne connais pas d'élu local qui n'ait pas dans son programme des mesures écologistes. Deuxièmement, pour rebondir, moi je crois qu'il y a peut-être, et c'est une jeune députée, puisque finalement je ne suis députée que depuis 4 mois, j'ai été ministre 7 ans, et pas que de la transition écologique. On veut absolument passer des lois quand on est parlementaire. Moi, j'ai fait un plan sobriété sans aucune ligne, ni législative, ni réglementaire. D'ailleurs, on me disait, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas législatif ou réglementaire. Bah, si, ça a marché parce que ce qu'on a fait, c'est tout simplement de prendre secteur par secteur, et d'ailleurs avec les collectivités locales sur leur verticale, pour voir quelles étaient les mesures que collectivement on était capable de prendre de manière volontaire parce que c'était notre intérêt commun et que le faire de manière volontaire nous permettait de gagner du temps sur l'adoption de plein de trucs juridiques dont on n'avait pas besoin pour le faire. Et bien ça a marché, on a baissé en 4 mois notre consommation d'énergie de 12%, et c'est resté. Électricité et gaz combinés. Comme quoi, quand on y a un intérêt collectif, finalement, on y arrive et on n'a pas besoin et on n'a pas de loi ni de décret. Ce qui veut dire qu'en voulant parfois trop bien faire, parce qu'on veut anticiper tous les cas de figure, et parce qu'on a parfois un tout petit peu tendance à écrire la loi pour ceux qui ne la respectent pas, ce qui fait qu'ils continueront à ne pas la respecter, on finit par remberlificoter ceux qui la respectent. Et moi, effectivement, je pense qu'il faut arriver à trouver, dans notre manière de produire du droit, une façon qui va plutôt poser les résultats attendus, qui va plutôt poser et donner les moyens à la fois d'expertise et financiers pour atteindre le résultat attendu, mais qui fasse respirer au niveau de chaque territoire le chemin qui est emprunté. Je connais mon territoire du Pas-de-Calais, je suis à peu près persuadée que ce n'est pas les mêmes solutions que dans l'Isère. Je veux dire, on n'a pas les mêmes problématiques. La montagne versus, moi c'est quand même très très plat, à part les terris. On n'a pas les mêmes mobilités, on n'a pas le même historique. Moi j'ai un territoire qui est très pollué, sous des pollutions industrielles, agricoles, mais de la guerre, tout simplement de la Première Guerre mondiale. Donc nos réponses seront différentes. Sur l'eau, sur l'artificialisation, on a beaucoup de zones
qui sont des friches et qui pourraient être réutilisées. Donc, on ne vit pas l'artificialisation nette comme dans d'autres territoires. Voilà, c'est pas les mêmes ressources qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est essentiel, à la fois au niveau des services déconcentrés de l'État. Je veux dire, on a quand même beaucoup réduit les marges de manœuvre préfectorales. Et je pense que là, il faut un peu faire confiance. Et puis, au niveau des élus locaux. Et au niveau des élus locaux, moi, je crois beaucoup à l'agglomération. Je sais qu'un certain nombre d'élus nationaux veulent revenir à la commune. La commune, c'est très bien parce que c'est très habité, c'est très incarné. Mais enfin, à la fin de la journée, c'est pas là où il y a le plus de moyens et le plus d'expertise. Donc, si on peut au moins travailler au niveau de l'agglomération, alors là aussi, en faisant en sorte que les communes soient correctement représentées dans les intercos, qu'elles aient leur part de voix, qu'elles puissent interagir, parce qu'on sait que politiquement, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai des intercos, en tout cas, c'est la principale chez moi qui fonctionne bien, mais c'est pas vrai partout. Et puis, c'est libérer la puissance de feu des régions qui ont un rôle à la fois de développement économique et de protection de la biodiversité et de déploiement agricole et énergétique pour leur permettre, là aussi, de faire leurs solutions sur place. Si on juge sur les résultats, on devrait pouvoir fonctionner et on devrait arriver à faire des projets sans injurier l'environnement et en plus en montant en compétence tout le monde, ce qui est quand même l'objectif. Jean-François Vigier, il y a un éléphant au milieu de la pièce, on en a un peu parlé, c'est la question financière. On entend beaucoup les élus locaux s'en plaindre. Et puis quand on regarde les chiffres, on voit quand même plus 42% depuis 2017 d'investissements écologistes dans les collectivités. Alors, est-ce qu'il manque vraiment de l'argent et sous quelle forme ? En fait, il y a deux éléphants. Il y a le financement et il y a la verticalité. D'abord, je peux témoigner pour représenter l'Association des maires de France dans de nombreuses assemblées départementales de maires, dans des territoires ruraux, plus urbains, que la question de la transition, elle revient à chaque assemblée, qu'on soit vraiment dans du rural, dans de l'urbain, là-dessus, c'est au cœur des préoccupations des élus locaux. Sur le financement, c'est très clair. Si on reprend les chiffres de l'Institut de l'économie pour le climat, rappelons-nous qu'en 2019, celui-ci estimait les investissements à faire par les collectivités entre 2020 et 2030 à 12 milliards par an, 120 milliards. Et puis en fin 2024, il a rendu un nouveau rapport en indiquant qu'il fallait faire 19 milliards entre 2024 et 2030. Les mêmes 120 milliards, il faut les faire en 6 ans. Et le meilleur chiffre qu'on a atteint, ça a été 8 milliards et demi, un peu plus de 8 milliards et demi fin 2023. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin en termes de financement ? Il y a deux événements. D'abord, on est asséché fiscalement, puisqu'on nous a enlevé la taxe d'habitation. Aujourd'hui, il nous reste la taxe professionnelle. Ça veut dire que ce ne sont pas tous nos concitoyens qui participent au financement des politiques publiques. Et deuxièmement, notre endettement, il est limité. Il est limité puisque, comme nous votons des budgets en équilibre, nous ne pouvons pas dépasser un certain nombre d'années de capacité de désendettement. Et si on le fait, les services de l'État, ils rappliquent en mairie pour vous expliquer comment vous dépensez trop. Bon. Rappelons que depuis 2025, le 1er janvier 2025, il y a une loi qui oblige la commune à identifier dans leurs documents budgétaires les dépenses vertes. Donc, à contrario, à mettre en lumière les dépenses brunes de la même façon. Donc, on pourrait imaginer en matière d'endettement que dès lors qu'on identifie nos dépenses vertes, on pourrait tout à fait se dire qu'on puisse s'endetter sur du plus long terme sur nos dépenses vertueuses pour décarboner nos villes et nos villages. La deuxième raison, c'est effectivement la fiscalité. Moi, si je réunis mes habitants dans ma commune et que je leur dis, les amis, on a un travail énorme à faire sur la transition écologique, je vais vous demander de faire un effort fiscal, qui m'écoute dans la salle ? C'est ceux qui contribuent au financement des politiques publiques. S'il y a une urgence climatique et s'il y a une transition écologique et énergétique à réaliser, forcément, tous les habitants de la commune doivent participer. Alors aujourd'hui, moi je le dis, parce que le fonds vert n'est pas l'outil de financement de la transition écologique, parce que tout simplement, il n'est pas à l'échelle. Il n'était pas la première année, et il l'est encore moins aujourd'hui. Mais la transition, on la fera en 25 ou 30 ans. Maintenant, il faut le dire aussi, il faut l'affirmer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va la faire en 6-7 ans, comme les préconisations. Et puis le deuxième point, le deuxième totem, c'est la verticalité. Moi, j'ai rapporté en bureau de l'Association des maires de France le plan national d'adaptation au changement climatique, 3e du nom,
il n'a pas été fait avec l'AMF, il n'a pas été concerté, ce qui pose quand même un vrai problème. Parce que, prenons le cas de la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette. Tout le monde est d'accord sur les objectifs. Évidemment qu'il faut protéger la biodiversité dans tous nos territoires. Bon. Comment la loi est-elle mise en œuvre ? C'est le bloc régional qui porte la mise en œuvre et le choix dans les territoires. Moi, tout 2024, je suis allé dans les associations départementales de maires. Tous les maires étaient remontés, ne comprenaient pas comment allait être mise en œuvre la loi, avaient l'impression qu'il y avait une profonde inégalité entre les territoires, les communes, ce qui crée en fait une non-acceptation de principe d'une loi qui, encore une fois, est vertueuse. Donc, il faut impérativement, puisque l'État fait des stratégies, passe beaucoup de temps à faire la stratégie bas carbone, le plan national d'adaptation, la trajectoire pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut le faire avec les élus locaux, parce que c'est nous qui portons ensuite ces politiques au niveau local et qui devons convaincre nos concitoyens qu'il faut avancer sur ces questions. Je rappelle que le PNAC 3, le plan national d'adaptation, c'est 52 mesures qui sont renvoyées aux collectivités. Il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas de financement. Et c'est nous qui allons devoir le mettre en œuvre. Je vais juste répondre sur le PNAC. Pardon, parce que, le PNAC, il a été fait avec, et je peux vous produire toutes les réunions. Alors peut-être il faudrait aussi que certaines associations, mais c'est vrai aussi de tous les corps intermédiaires, elles-mêmes consultent leurs mandants, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'associer un certain nombre d'associations et de constater que le terrain n'avait pas été consulté. Donc nous, on les interpelle et après on nous dit « Ah mais vous n'avez pas associé ». Bah si, on vous a mis dans les rendez-vous. Donc sur le PNAC, non seulement ça a été concerté avec l'AMF, mais par ailleurs, ce n'est pas un texte réglementaire précisément. Ça donne un cap, mais ce n'est pas imposé et vertical. C'est interministériel. Et ça a été voté. Pardon. Un petit peu, quand même. Oui. Et ça a été voté. Et ça a été voté par l'AMF en Conseil national de la transition écologique. Et tout le monde a dit au CNTE que c'était une démarche qui était justement exemplaire. Donc mais il faut faire attention. On va pas rentrer dans un débat. On va pas rentrer dans un débat interne. On va pas rentrer. Non, on va pas rentrer dans le débat. On va pas rentrer dans le débat. On va pas rentrer dans ce débat-là. Au bureau de l'AMF. Vous rééchangerez après là-dessus. Il a été voté à l'unanimité, sauf la CGT. Guillaume Gontard, je lance les questions de nos lecteurs et il y en a une qui va vous permettre de répondre exactement là-dessus. À vous la parole, deuxième partie. Guillaume Gontard, on a une question qui reprend là-dessus de Julien Noël, qui est un de nos lecteurs, sur est-ce qu'il faut repenser la méthodologie dont on fait la transition écologique dans la façon dont les lois sont votées et la façon de communiquer aussi autour de ces enjeux. Pour répondre à l'échange qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça permet de répondre aussi à ce qui a été dit avant, parce que moi je crois beaucoup, à l'inverse, à l'effet de la loi, et notamment à la planification. Et de se dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir des orientations, de savoir où on va, de planifier. Et ça, c'est particulièrement important. Et pour moi, ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État, c'est à l'échelle nationale, d'avoir ces grandes orientations. Et puis après, c'est comment on le décline au niveau local. Et c'est là où il faut repenser les choses. Et où on a eu ces dernières années, effectivement, on a fonctionnarisé en fait le rôle des élus locaux qui étaient là juste pour appliquer des choses, sans les moyens d'ailleurs qui allaient avec, et souvent sans cohérence. On a même eu parfois même des pertes de sens. Et que si on met réellement une planification en place, et je trouve que l'exemple du zéro artificialisation nette était un bon exemple. C'est-à-dire qu'on a un texte jusqu'à 2050, c'est rare qu'on ait cette orientation-là. On a des objectifs intermédiaires. Ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, par rapport au débat qu'on a pu avoir au Sénat, et notamment avec la droite sénatoriale, c'était en décalage total avec ce qu'on pouvait voir sur le terrain. Moi, j'ai vu plutôt des maires, des élus, mais qui avaient avancé, qui avaient travaillé sur ce sujet-là, parce qu'ils avaient compris que préserver les terres agricoles, c'était indispensable, que c'était un moyen aussi de rééquilibrer les territoires, Qu'est-ce qu'ils demandaient ? De l'ingénierie, de l'accompagnement, des moyens supplémentaires aussi, parce que refaire la ville sur la ville, de réutiliser des friches industrielles, de réutiliser des friches touristiques, d'utiliser moins de foncier, oui, ça coûte un petit peu plus cher, donc ça demande aussi des moyens. Et donc
donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi réfléchir ces relations-là. Et moi, je crois beaucoup à la contractualisation. En fait, que l'État fixe des orientations, fixe un cap, et ensuite contractualiser avec les territoires. Ça peut être à différentes échelles. Mais ça veut dire contractualiser, ça veut dire donner les moyens, donner les capacités à pouvoir faire avec des clauses de revoyure. Mais ça, je pense qu'on nous avait promis un débat sur la décentralisation. Je pense que ce sujet de la décentralisation et de comment on raisonne à l'échelle d'un territoire, c'est les débats qui doivent en tout cas qui seront d'importance, et ça pose la question aussi de l'intercommunalité. Moi, évidemment que je suis pour l'intercommunalité et qu'il y a des échelles qui se font au niveau de l'intercommunalité, mais il y a une vraie question démocratique, il y a une vraie question de lien aux citoyens, et que quand on met des politiques en place qui touchent directement le citoyen dans sa vie de tous les jours, il faut qu'il ait une prise, il faut qu'il puisse décider justement du projet de sa collectivité, et pour l'instant c'est vrai que c'est pas le cas. Donc là il y a aussi un vrai sujet, un vrai débat à lancer. Jean-François Viger, mais très court, parce qu'on arrive à la... Pour revenir d'abord, je pense que l'ingénierie est la prochaine fracture territoriale. Parce que les montants qu'il va falloir investir avant le moindre coup de pioche sont énormes et colossaux. Et encore une fois, si on veut réussir dans ces politiques de transition, il faut que l'État travaille en étroite coopération avec les associations d'élus et avance avec eux. C'est indispensable. Antoine Bristiel, derrière la question de notre lecteur, il y a la question de la communication. Est-ce qu'on doit aussi évoluer sur la façon de faire comprendre ces politiques dans l'année à venir avant la présidentielle, où ça va être un enjeu fort ? Alors oui, dans la communication, peut-être dans les émetteurs aussi du climat, et personne qui parle de ces enjeux-là, il y aurait tout à gagner, que ce soit des personnes dans les territoires, un agriculteur qui modifie ses pratiques, un petit patron qui aussi a modifié sa façon de produire, qui soit davantage mis en avant, parce que en fait, ce que l'on se rend compte, c'est qu'en termes de communication, c'est souvent l'émetteur fait beaucoup dans la réception du message, et en l'occurrence, les personnes que l'on va entendre le plus parler des enjeux environnementaux, c'est une sociologie très particulière qui parle très bien à un public qui est souvent assez convaincu de ces questions-là, qui a plus de difficultés à toucher un public qui est assez différent. Et juste pour conclure sur cette question-là, je pense que ce qui est extrêmement important en matière de transition écologique, de transition énergétique, c'est la question des échelons et la question des niveaux. Parce que vous avez des mesures qui doivent être prises à l'échelon national selon leur spécificité, et des mesures qui doivent être prises à l'échelon local. Et que c'est vraiment l'imbrication de ces différentes strates qui permet d'avancer et qui permet de faire quelque chose de positif. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, à ces débats qui montrent qu'il y a encore beaucoup à faire, et il y a beaucoup qui est fait aussi là-dessus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Loi du Terrain. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et sur le site de l'Institut Terram et le site de la Gazette des Communes pour les précédents numéros.